BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à tous, c'est le Club BFM Crypto. Merci d'être avec nous. On va voir, on a peut-être trouvé une solution pour s'exposer au mining sans en avoir les inconvénients. On en parle dans quelques instants. Et puis, comment mettre de la crypto dans votre patrimoine? Y a-t-il une stratégie à avoir? Dans quelles enveloppes ou produits d'investissement ça peut se faire? Et puis, si vous êtes chef d'entreprise, est-ce que c'est intéressant pour vous de mettre du Bitcoin dans la trésorerie de cette dernière? Et enfin, si vous voyez long terme, très long terme, comment est-ce que vous pouvez tout simplement transmettre vos cryptos? Comment optimiser votre donation? Si tous ces projets vous intéressent et si vous avez ça en tête, restez avec nous, vous êtes au bon endroit parce qu'on a deux spécialistes aujourd'hui en plateau. Cyril Sabag, bonjour Cyril, Managing Director de Mélanion Capital et président fondateur de Mélanion Digital. Et puis Benoît Berchebru, bonjour Benoît, bonjour. Directeur de l'ingénierie patrimoniale chez Norcia. Alors messieurs, on a plein de sujets aujourd'hui intéressants, très serviciels pour tous ceux qui veulent s'exposer au marché crypto de plein de manières que ce soit, comment le mettre dans votre patrimoine, etc. Mais je propose qu'on commence un petit peu par une innovation avec vous, Cyril Sabag. Mélanion Digital, via sa filiale, Mélanion GreenTech, lance un produit mining innovant qui s'appelle GreenBlock. Donc on voit qu'il y a quand même un rapport avec le mining. Très rapidement, Cyril, pour ceux qui nous rejoindraient, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est le mining de Bitcoin et pourquoi c'est important? Oui, alors le mining, c'est le processus par lequel les bitcoins sont sécurisés, ajoutés au réseau. Le rôle du miner de bitcoin est crucial, puisqu'il valide les transactions et il sécurise le réseau, et il est récompensé pour ça en bitcoin. C'est en particulier la raison pour laquelle le réseau Bitcoin est décentralisé et sécurisé. Bon, on entend qu'il y a quand même pas mal de défis qui font face au mining de Bitcoin dit traditionnel. C'est quoi les principaux problèmes que rencontrent les mineurs aujourd'hui ? Oui, c'est-à-dire qu'en général, l'efficacité du mining est rarement à 100%. Elle est plutôt à 60-70% pour pas mal de raisons. La première, c'est l'électricité. En général, les mineurs subissent des coupures d'électricité, voulues ou pas. On en avait parlé lors d'une précédente émission, mais la Norvège, par exemple, avait débranché l'électricité pour certains miners pour des raisons X ou Y. On a aussi des risques géopolitiques. On se souvient que la Chine avait interdit le mining. On peut avoir aussi des risques de machines défectueuses. Quelquefois, il existe entre 5 à 10% des machines qui peuvent être reçues qui peuvent être défectueuses. Et enfin, des risques climatiques. Souvent, ce sont des zones autour de l'énergie renouvelable avec des conditions extrêmes et qui peuvent altérer les machines. Bon, on voit, Cyril, que c'est un environnement assez difficile. Est-ce que l'industrie du mining essaie de faire des choses pour pallier à ces problèmes ? Oui, alors les innovations côté miner sont plutôt autour de l'énergie renouvelable, justement pour essayer de pallier un peu ces différents problèmes que j'ai pu évoquer. On a donc chez GreenTech, qui est une filiale de Mélanion Digital, trouvé un produit un peu différent et un peu innovant pour s'exposer aux revenus justement du mining, sans toutes les contraintes que j'ai pu évoquer. Alors et justement, Cyril, ce produit, c'est GreenBlock. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, c'est quoi ce produit, en quoi ça consiste ? Oui, en fait, c'est un produit qui permet de recevoir les revenus du mining, mais de façon optimisée. Alors, c'est-à-dire donc les revenus du mining, c'est les bitcoins qu'on reçoivent les mineurs. Mais comme je l'ai dit, on a en général une efficacité qui est plutôt de 60-70% pour toutes les raisons que j'ai pu donner avant. Avec GreenBlock, on s'affranchit de ces problèmes techniques et matériels, puisqu'en fait, on fournit aux clients le rendement complet du mining sans tous ces inconvénients. Alors, vous allez me dire, c'est un peu magique, comment on le fait ? Oui, comment ça marche ? Parce qu'en fait, vous citiez avant des problèmes, et là, vous dites, on peut avoir quand même les revenus sans avoir ces problèmes, finalement. Comment ça marche concrètement ? En fait, on utilise des techniques de finance sophistiquées. En fait, on réplique et on réplique le produit de mining, on réplique les revenus du mining et on couvre les risques avec des techniques de produits dits dérivés, en tout cas des produits de finance sophistiqués qui permettent justement de s'affranchir de tous les problèmes qu'on a pu voir. Donc pas besoin d'acheter des machines, on peut s'affranchir complètement du matériel technique et nous, on fournit ce rendement
optimisé, du coup, sans toutes les problématiques qu'on a pu donner du mining. Bon, et c'est quoi? C'est une sorte d'ETF mining, entre guillemets. Comment est-ce qu'on peut le expliquer un petit peu aux gens? Voilà, ce que c'est concrètement Si je dois donner un peu une assimilation, on est sur des produits financiers un peu plus complexes via des techniques de produits dérivés. Donc ça, c'est ce qui est derrière le moteur. C'est pas vraiment un ETF. On est plutôt sur des techniques de produits dérivés, voire de produits structurés. Le gros intérêt étant que le client n'a pas ce stress de technique et opérationnel qu'il peut avoir avec une machine traditionnelle. Bon, et donc c'est ça qui rend, c'est ça la solution pour rendre, on va dire, le mining de Bitcoin accessible au plus grand nombre, c'est-à-dire au plus grand nombre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus besoin de machines, il n'y a plus besoin de posséder, de les faire tourner. Justement, c'est important de bien indiquer les choses. C'est une alternative au revenu du mining. Ce n'est pas une alternative au mining. C'est-à-dire, si on a envie de s'exposer aux revenus du mining... Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui mine de toute manière. Tout à fait. Nous, on propose une solution pour avoir un rendement optimisé, donc avoir des rendements tous les mois. Les contrats permettent d'avoir des rendements tous les mois de Bitcoin tels qu'on pourrait les avoir via des machines de mining, mais sans tous les inconvénients et les risques opérationnels qu'on peut avoir et que j'ai pu décrire tout à l'heure. Bon, c'est très intéressant. Et au final, Cyril, ça, on va en parler de toute façon de votre stratégie patrimoniale avec Benoît Bercher-Bru, mais ça, typiquement, comment est-ce qu'on peut s'exposer à ce produit-là? Ça passe par... c'est quoi? C'est via un compte titre, comment ça se passe? En fait, on signe un contrat, ce qu'on peut appeler un Software as a Service Agreement, donc c'est plutôt un contrat informatique qu'on souscrit. Et on reçoit en fin de mois, donc c'est des contrats sur X mois, on reçoit en fin de mois l'équivalent des bitcoins que pourrait donner une machine de mining. Donc on sélectionne sa typologie de machine, ses caractéristiques, et on reçoit en fin de mois, je dirais, l'output, en tout cas le résultat des machines de mining. Donc effectivement, on accumule du bitcoin qu'on achète à un cours plus bas, comme les mineurs traditionnels. Et ensuite, c'est peut-être une très bonne transition, puisque on a du bitcoin dans son wallet. Et donc après, on en fait un peu ce qu'on veut. C'est intéressant ça. Et Benoît Bercher-Bru, vous avez déjà des clients qui vous ont dit, voilà, moi je veux m'exposer au mining de bitcoin. Là, on est quand même dans un truc assez technique, assez avancé, pour ceux qui connaissent. On a de plus en plus de clients qui deviennent techniques, et notamment des jeunes. Il y a encore 5 ans, 10 ans, la crypto-monnaie, alors ça existait déjà, mais c'était quand même réservé à une élite ou à des vrais spécialistes, et ça s'est vraiment développé, et de plus en plus de jeunes, finalement, on se rend compte, des jeunes de 18, 20 ans qui finalement ont 20, 30 000, 100 000 euros sur un wallet. Les parents sont même pas au courant, qu'on doit déclarer les comptes détenus à l'étranger. Et donc du coup, justement, ces 5 dernières années, on a beaucoup de questions sur ces éléments-là, et surtout se dire, tiens, comment finalement réintégrer ce crypto-actif qui est finalement quelque chose qu'on n'arrive pas forcément bien à comprendre. Est-ce qu'on peut utiliser les stratégies patrimoniales habituelles, traditionnelles, sur des choses qui le sont un peu moins, puisqu'on le sait, la crypto-monnaie, c'est pas de la monnaie, malgré le fait qu'on appelle ça crypto-monnaie. Et donc, c'est se dire, elle est où la limite? Qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux pas faire? Aujourd'hui, on parle principalement d'actifs numériques, en tout cas dans le domaine de la gestion de patrimoine. Et Benoît, c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous dites les jeunes. Bon, les jeunes, souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils ont un wallet sur une plateforme centralisée. Là, si quelqu'un qui est pas là-dedans, qui n'a pas forcément de wallet, qui dit bon, j'aimerais quand même m'exposer au marché crypto, au Bitcoin ou au crypto en général, comment je fais? Par quoi on peut commencer pour mettre de la crypto en son patrimoine? Comme Cyril le disait, c'est finalement il va falloir déporter le fait de le détenir en direct, notamment via des ETF ou des ETN. Mais attention, puisque finalement je ne peux pas détenir des ETF en assurance vie, parce que la réglementation européenne m'interdit simplement de ne pas le faire. C'est simplement pas éligible en unité de compte. Donc en assurance vie, je peux pas le faire. Par contre, en compte titre, je peux le faire. Je peux avoir des sous-jacents. J'ai pas de la crypto-monnaie. J'ai, comme disait Cyril, quelque chose qui réplique le cours, et ça, je peux le mettre dans mon compte titre. Mais aujourd'hui, à date, la réglementation française et européenne, et on en a parlé avant l'intervention avec Cyril, c'est est-ce que je peux en mettre en assurance vie? Aujourd'hui, la réponse est non.
Même votre ETF, Cyril, celui, je rappelle, un Millennium Bitcoin Equities, d'avoir l'avis de Cyril. UCITS ETF, c'est-à-dire que c'est pas un ETF Bitcoin Spot comme aux États-Unis, parce qu'on tout simplement, on peut pas en Europe aujourd'hui avoir des ETF Bitcoin Spot ou Ethereum Spot. Vous pouvez nous rappeler rapidement, voilà, comment est construit cet ETF et où est-ce qu'il peut être éligible en fait. Oui, justement, en fait, on est parti de cette contrainte. Donc, cet ETF est un ETF UCITS, donc ça correspond à la traduction en anglais de OPCVM. Alors oui, nous, on n'est pas sur du Bitcoin en direct, on est venu chercher des actions. Quel était le but de la création de cet ETF ? C'était justement de pouvoir être éligible dans le maximum d'enveloppes. Et là, dans lesquelles il peut être éligible ? Eh ben, il est éligible en assurance vie, pour le coup, parce qu'il n'est pas sur le Bitcoin en direct. Il est sur des actions de l'écosystème Bitcoin. Nous, ce qu'on a fait, la volonté était d'essayer de s'approcher de la performance du Bitcoin via des actions de l'écosystème. Donc, on a analysé cet écosystème. On a vu qu'il y avait des sociétés de minage, pour reprendre ce que j'ai dit. On a également des sociétés autour de la technologie blockchain. On a des sociétés autour de la finance et de la crypto, comme une société comme Coinbase, et d'autres sociétés qui ont du Bitcoin dans la trésorerie. Ça nous fait un univers d'investissement. Et on a décidé, sur cet univers d'investissement, de sélectionner les valeurs qui étaient le plus corrélées, en tout cas qui avaient le bêta, ce qu'on appelle le bêta le plus important au Bitcoin. Et on a constitué un portefeuille. On a donc un portefeuille d'actions, en fait un panier d'actions, et de ce fait, c'est ce qui nous a permis d'avoir le tampon de l'AMF en étant UCITS. On n'a pas une exposition directe au Bitcoin, on a une exposition sur les actions de l'écosystème avec une méthodologie pour essayer de s'approcher en termes de corrélation, mais grâce à cela, ça nous donne une éligibilité en assurance vie, en plan épargne retraite aussi. Voilà. Et puis il y a un autre avantage aussi par rapport à un ETF Bitcoin Spot. Un ETF Bitcoin Spot, il réplique directement l'actif sous-jacent parce que tout simplement la société émettrice en possède. Là, avec votre ETF Cyril, la société émettrice n'en possède pas, mais par contre il y a des entreprises derrière. Donc ce qui veut dire que si demain il y a un problème sur le Bitcoin, il y a quand même un business qui tourne derrière, donc ça peut être intéressant dans une logique de diversification, effectivement. Benoît, donc il y a typiquement ce genre d'ETF que propose Cyril, qui peut être éligible en assurance vie. Et c'est très important, ce qu'il a dit, c'est que pour avoir l'habilitation en assurance vie, c'est qu'il faut avoir un panier d'actions. Or, nous, on a beaucoup de clients qui veulent, un panier de crypto. On a beaucoup de clients qui viennent nous voir pour dire non, je veux tel crypto actif, je veux du Bitcoin. Je veux de la crypto directement dedans. Et ça, c'est pas possible. Je veux un seul support, ou à la rigueur deux. Et on le sait que la réglementation nous l'interdit de le faire. Donc, c'est pour ça que Cyril, avec son ETF, il est obligé d'avoir un panier de réplication pour justement en fait simplement lisser le risque si demain le Bitcoin venait à diminuer et puis le reste faire tampon avec de l'Ethereum ou du Ripple. Pour rester sur l'exemple de l'assurance vie, donc on peut pas mettre de crypto directement dans le contrat d'assurance vie, c'est impossible. Non, on est obligé de décorréler, d'aller sur des ETF ETN et d'avoir des paniers moyens d'action. Et il y a d'autres, par exemple, il y a l'exemple de Cyril qui est un bon exemple, il y a d'autres solutions qui existent ou alors c'est un des seuls produits qui existent aujourd'hui, voilà, si on veut s'exposer au marché crypto. Je vais laisser Cyril répondre parce qu'il est plus spécialiste que moi sur la matière. Oui, en fait, on est obligé, et c'est intéressant parce qu'on voit la différence de réglementation en Europe et aux États-Unis. Bon, je l'ai suffisamment dit, mais aux États-Unis, un ETF est beaucoup plus libre dans sa construction. Un ETF aux États-Unis, l'ETF de BlackRock, est éligible dans les assurances vie américaines. En Europe, on a cette contrainte qui est liée à la problématique UCITS. Ce qui est intéressant, c'est que le régulateur européen est en train de réfléchir, titillé par ce qui se passe aux États-Unis, est en train de réfléchir à potentiellement intégrer des cryptos dans les OPCVM. Mais on n'y est pas du tout. Donc, les façons de s'exposer sont effectivement les actions, un panier d'actions tel qu'on l'a fait, voire une action en direct. Il y a des gens qui apprécient une valeur comme MicroStrategy, qui est une action en direct. Donc à partir du moment où on a une action en direct dont on sait que la trésorerie est bien fournie en Bitcoin, on a une corrélation qui est forte. Donc c'est une façon détournée de s'exposer. Voilà. Et Benoît, aujourd'hui, si on veut, je repose un peu ma question, mais si on veut, en assurance vie, ou pas que en assurance vie d'ailleurs, si on veut mettre de la crypto dans son patrimoine, mais dans des
des enveloppes qui peuvent être fiscalement intéressantes. Il y a l'assurance vie, il y a le PER, il y a le compte titre. Hein. Il y a le compte titre. Comment on fait? À chaque fois, c'est comme le dit Cyril, on doit passer par des actions ou alors il y a d'autres solutions? Non, il y a d'autres solutions. On peut passer, on peut détenir via le compte titre des supports avec de l'action directe sur lequel on n'a pas cet élément-là sur l'assurance vie, puisque finalement, on l'a dit, hein, c'est un panier, on ne peut pas s'exposer à une seule valeur. Chose que je peux tout à fait faire en compte titre. La question se pose, est-ce que je peux le faire en PEA? Parce que finalement, comme on parle d'action, est-ce que c'est PEA? Par exemple. Donc ça pourrait être éligible en PEA sur les sociétés qui sont spécialisées en crypto-monnaie, mais malheureusement, à date aujourd'hui, je ne peux pas mettre... Il n'y en a pas beaucoup en Europe. Non, exactement. Et je ne peux pas mettre de la crypto-monnaie elle-même dans un PEA, parce qu'un PEA, c'est les actions. Et une crypto-monnaie n'est pas une action. Donc, en gros, pour résumer, la manière de contourner ça en Europe pour l'instant, c'est d'acheter des actions qui ont un business lié aux crypto, c'est ça? En tout cas, pour l'assurance vie, pour avoir le maximum de présence dans des enveloppes juridiques et fiscalement optimales, oui. Après, comme l'a dit Benoît, le compte titre permet de mettre ce qu'on appelle des ETN directement en crypto. Pour rebondir sur le point du PEA, au-delà des actions, effectivement, il y a la notion européenne. Et aujourd'hui, je décris mon ETF, on a 75% des valeurs de l'univers de cet ETF qui sont américaines. Donc, difficulté aussi de pouvoir même créer un panier. Le PEA, c'est compliqué. PEA, exactement. Bah oui, parce que les titres doivent être européens sur le PEA. Ouais, donc clairement, si c'est américain, ça rentre pas dedans, donc c'est pas éligible. C'est plus compliqué. Et on parlait c'est intéressant, de MicroStrategy. Voilà, je crois que c'est l'entreprise au monde, on peut le dire, qui a le plus de Bitcoin dans sa trésorerie, hein, et de loin. Cyril, rapidement, si on est chef d'entreprise aujourd'hui, est-ce qu'on a intérêt à mettre de la crypto, du Bitcoin, en tout cas du Bitcoin plus précisément, dans sa trésorerie d'entreprise? Alors, la question, c'est un peu une question piège, entre guillemets. Je dirais que, moi qui suis plutôt pro-Bitcoin, je pense que c'est une bonne idée. En tout cas, c'est que MicroStrategy, qui est connu pour avoir une très grosse partie de sa trésorerie en Bitcoin, si ce n'est la totalité, on a 16,5 milliards de dollars de Bitcoin dans la trésorerie quasiment. A inspiré d'autres sociétés. Donc, il y a pas mal de sociétés en Asie. Typiquement, il y a une société qui s'appelle Metaplanet, qui est une société de venture capital au Japon, qui a environ 60 millions de dollars de crypto dans sa trésorerie. Une autre société autour des jeux vidéo, qui s'appelle Nexon, qui en a aussi en Corée du Sud. Et enfin, une société chinoise qui s'appelle Meitu, qui fait des téléphones portables, qui a aussi des bitcoins dans sa trésorerie. Donc, on voit que c'est une tendance de fond. Et même aux États-Unis, j'en avais parlé lors d'une dernière émission, on a des sociétés qui n'ont rien à voir. Une société de technologie médicale qui a décidé de mettre de la crypto dans sa trésorerie. Et pourquoi ils le font? C'est tout simplement, ils croient au bitcoin et ils se disent, c'est une manière d'en acheter via les fonds de mon entreprise, c'est ça? Voilà, de diversifier, de se couvrir aussi contre leur monnaie, de se couvrir contre l'inflation. Voilà. Et Benoît Bercher-Bru, si jamais on est un particulier, qu'on n'est pas une entreprise, mais qu'on a du bitcoin ou des cryptos d'une manière générale et qu'on voit très long terme et qu'on se dit, moi j'aimerais les transmettre. Alors soit les transmettre à notre mort, à notre décès, soit sinon, je dis n'importe quoi, les périodes des fêtes arrivent, vous voulez faire des dons en crypto, est-ce que c'est possible de faire des dons en crypto? Est-ce que moi j'ai de la crypto demain, est-ce que je peux le donner? La question se pose, est-ce que les stratégies habituelles qu'on utilise sur les sommes d'argent et d'autres choses bien meubles, est-ce qu'on peut l'utiliser sur les cryptos? C'est ça. Et la réponse est oui. Vous le disiez tout à l'heure, c'est bientôt Noël, est-ce que je peux faire un présent d'usage? Un présent d'usage, c'est une somme modique à un événement particulier. Et ça va jusqu'à combien, ça? Alors, toutes les semaines, on a les questions de nos partenaires. Finalement, il n'y a pas de règle spécifique. Il y a eu 5 questions ministérielles. Ils ont toujours répondu de la même manière. C'est du cas par cas. Donc, il faut y voir la jurisprudence. La jurisprudence est venue dire, sur des cas particuliers, que lorsque je transmets en présent d'usage 2,5% de mon patrimoine net à mon enfant ou à quelqu'un d'autre, parce que le présent d'usage, il n'y a pas besoin que ce soit les enfants, on le fait en pratique, mais ça peut être pour quelqu'un d'autre, ils ont dit qu'à 2,5% du patrimoine, ce n'était pas une donation. Bon, donc ça dépend du patrimoine, finalement. Ça dépend forcément du patrimoine. Plus on va avoir de patrimoine, plus en fait on va pouvoir un peu s'extraire de cette règle des 2,5%, on pourrait aller à 3%, parce que c'est comme en prêt immobilier. On va regarder c'est quoi le reste à vivre. Finalement, quand je fais un présent d'usage, c'est est-ce que je me dessaisis d'une part
importante de mon patrimoine. C'est sûr que la part importante du patrimoine, c'est pas la même chose quand je donne 3% de 10 millions que quand je donne 2,5% de 100 000 euros. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que là, aujourd'hui, si on donne à quelqu'un l'équivalent de moins de 3% ou de 2,5% de son patrimoine, a priori, on n'est pas fiscalisé. Je peux parfaitement le faire. Maintenant, d'un point de vue traditionnel, c'est que quand je fais une donation de somme d'argent, je fais un virement à mon enfant une semaine avant ou une semaine après, parce que la temporalité est très importante. Pour que ça passe en présent d'usage, là, il n'y a pas de règle. Ça, c'est ma pratique. C'est soit une semaine avant, soit une semaine après. Donc du coup, on fait le virement et on marque dans l'ordre du virement anniversaire, Noël, etc. Sur la crypto-monnaie, on n'a pas d'ordre de virement, on a l'ordre de virement du wallet, mais du coup, donc moi, ce que je conseille, c'est de faire des attestations de présent d'usage signées par la personne qui transmet, le parent et l'enfant qui reçoit, pour que si demain l'administration fiscale vient imposer la question, ils viennent d'où ces 5 000, ces 10 000 euros, regardez, c'est présent d'usage, on a fait une attestation et puis il y a eu le flux contrepartie, soit du wallet, un wallet, soit du wallet, j'ai vendu le BTC et je transmets une somme d'argent. Bon, et si on veut aller au-delà de la donation, c'est-à-dire que si on veut aller au-delà des 2,5% ou des 3%, on veut carrément transmettre, c'est possible de le faire et si oui, dans quelles conditions ? La crypto-monnaie, c'est un bien incorporel. Comme c'est un bien incorporel, je peux faire toutes les stratégies que je mets en place aujourd'hui sur le patrimoine classique. C'est-à-dire que je peux faire une donation en pleine propriété. J'ai 100 000 euros, je vais donner 100 000 euros, non pas en argent, mais en bitcoin à mes enfants. Je peux le faire. Puis là, l'avantage, c'est qu'entre parents et enfants, j'ai un abattement de 100 000 euros tous les 15 ans. Donc tous les 15 ans, je peux refaire ça. L'intérêt, c'est que quand je pense que le bitcoin, peut-être que dans 10 ans, il va faire x100, x1000, c'est de se dire... si on le transmet maintenant, finalement, 100, on aura transmis plus de 100 000 euros. Quoi. Voilà, j'aurais pu transmettre à terme 1 million d'euros, mais j'aurais été taxé sur zéro puisque j'aurais eu l'abattement de 100 000 euros. Je peux également faire des donations en démembrement. Alors ça, il y a 10 ans, on ne voulait pas du tout en entendre parler. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, donation en démembrement ? Finalement, fiscalement, je donne que la nue propriété. Donc en gros, j'ai 52 ans. Si je donne 100 000 euros, je vais transmettre 100 000 euros. Donc là, c'est taxable, c'est de 100. J'ai un abattement de 100, c'est zéro. Là, si j'ai 52 ans et je fais la donation que de la nue propriété, on prend le barème fiscal, à 52 ans, l'usufruit vaut 50% et la nue propriété vaut 50%. Conséquence, c'est qu'en fait, quand je donne un bien qui vaut 100, je ne donne fiscalement que 50. De sorte que, pour utiliser l'abattement en totalité, je peux donner 200 pour aller au maximum des 100. D'accord ? Parce que mon assiette taxable, c'est que la nue propriété. Je n'ai pas donné de la pleine propriété. Donc en fait, on a un effet démultiplicateur. Et ça aussi, c'est décorrélé de la plus-value future. Donc ça, on optimise le régime fiscal. Il y a juste un doute aujourd'hui et on n'a pas suffisamment de recul, c'est ce que je peux faire une donation avec réserve de quasi-usufruit. Et là, c'est 774 bis qui a été revu en fin d'année puisqu'ils nous interdisent d'avoir une créance de restitution. Et donc là, aujourd'hui, on ne le fait pas parce que à notre sens, c'est trop compliqué. Cyril, on arrive au bout du temps, mais une dernière réaction rapide. Je ne sais pas si vous avez voulu réagir à ce que disait Benoît là-dessus. Non, le point aussi important, c'est que le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de taxation de la plus-value latente. Ce qui est aussi très utilisé par les sociétés pour leur trésorerie. C'est-à-dire qu'on a une trésorerie qui augmente et sur lequel on n'a pas de taxation. Tant qu'on n'est pas repassé en monnaie fiat, on n'est pas taxé. Exactement. Voilà. Exactement. Et ça, c'est un point qui est important. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à nous poser vos questions si vous en avez. On refera certainement ce genre de format. Merci d'avoir été avec nous, Cyril Sabag, Managing Director de Mélanion Capital et président fondateur de Mélanion Digital. Merci. Benoît Bercher-Bru, directeur de l'ingénierie patrimoniale chez Norcia. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous demain 15h pour un nouveau club BFM Crypto. BFM Business, BFM Crypto, le club.